Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Dakar, la capitale sénégalaise, hier après-midi pour prendre part au 15e sommet de la francophonie qui s'est ouvert ce samedi matin sous la présidence du président sénégalais Macky Sall. 75 femmes exporteuses de fistules viennent de recevoir des kits. L'ONG Yeti, qui a offert ces kits, veut amener ces femmes désormais guéries de la fistule à se prendre en charge en menant des activités génératrices de revenus, et c'est à Korogo. Les prix du pétrole se sont effondrés hier vendredi après la décision de l'OPEP de ne pas réduire sa production, choix imposé au cartel par ses puissants membres du Golfe pour contrer l'expansion du pétrole de schiste. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Dakar, la capitale sénégalaise, hier après-midi pour prendre part au 15e sommet de la francophonie qui s'est ouvert ce samedi matin sous la présidence du président sénégalais Macky Sall. Ce sommet va définir les prochaines orientations de la francophonie, statuer sur l'admission de nouveaux membres et élire le prochain secrétaire général de la francophonie. Une trentaine de présidents et chefs de gouvernement participent à ce sommet. Viviane Aïmer. Ce sont 57 chefs d'État ou de gouvernement et de nombreux représentants des organisations internationales et des milieux économiques, culturels, sociaux qui sont attendus à Dakar pour ce 15e sommet de la francophonie. Un sommet dont la tenue, cette fois-ci, dans la capitale sénégalaise, recueille tous les suffrages, à la différence du précédent sommet en 2012, dont la tenue en République démocratique du Congo avait créé plusieurs controverses du fait des contestations nées de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt dans ce pays. Il faut souligner que dans le microcosme politique africain, la gouvernance démocratique sénégalaise est citée en exemple. La Côte d'Ivoire est présente à ce grand rendez-vous de la francophonie. Son plus haut représentant, le président de la République Alassane Ouattara, est arrivé ce vendredi en début de soirée à Dakar, la capitale sénégalaise. Il a été accueilli par son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Le chef de l'État ivoirien est présent à ces assises qui verront la présence de toutes les sommités de l'espace francophone, avec en tête le chef de l'État français, le président François Hollande. Assises qui verront aussi l'élection du successeur du secrétaire général sortant de la francophonie, le président Abdou Diouf. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, fera une intervention à l'ouverture de ce 15e sommet ce samedi. C'est très important pour moi d'être de retour au Sénégal, de venir revoir mon frère, mon ami, le président Macky Sall, pour que nous puissions continuer les échanges bilatéraux que nous avons à l'occasion de chaque sommet. Et vous savez, au Sénégal, je suis chez moi. Donc, merci, Président, pour votre accueil. Voilà, donc, je suis heureux d'être là. Bien évidemment, nous sommes ici cette fois-ci pour le sommet de la francophonie. C'est un sommet important pour le monde francophone. Nous représentons pratiquement le tiers des États membres des Nations Unies. Nous aurons plusieurs sujets à évoquer, pas seulement la désignation d'un nouveau secrétaire général, mais la première chose pour nous à faire, étant au Sénégal, c'est de rendre hommage au président Abdou Diouf, qui est secrétaire général de la francophonie depuis 12 ans, et donc pour lui témoigner toute notre gratitude. Et puis après, nous verrons. Sous le leadership de l'actuel chef de l'État ivoirien, la Côte d'Ivoire est en train de prendre toute sa place au sein de ce grand ensemble qu'est l'espace francophone. En effet, premier pays en Afrique de l'Ouest où la langue française est utilisée comme première langue de communication entre les populations. Sous la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara, le rôle de locomotive sous-régionale de la Côte d'Ivoire au plan économique se trouve réaffirmé. Et au plan politique, le pays a renoué avec la stabilité politique et le respect du jeu démocratique, autant de facteurs qui constituent des atouts indéniables au sein de l'espace francophone.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a achevé sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Depuis hier, il s'est rendu à Dakar pour prendre part au 15e sommet de la francophonie qui a débuté ce matin. Avant son départ pour le Sénégal, le président gabonais a eu des rencontres. Il s'est entretenu avec Noël Akossi Benjo, le maire de la commune du Plateau, par ailleurs président de la fondation Benyan International, une fondation qui œuvre pour la culture de l'excellence. Ali Bongo a également échangé avec Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement. Jérôme Kofi Aboulé. Dernière journée de la visite officielle du président du Gabon en Côte d'Ivoire. Une journée mise à profit pour avoir des échanges avec des personnalités aussi bien administratives que politiques. La première personnalité reçue ce vendredi par le président Ali Bongo Ondimba à son hôtel est le maire de la commune du Plateau, Noël Akossi Benjo. Celui-ci en tant que président de la fondation Benyan International. Je viens de rencontrer le président pour lui présenter la fondation Benyan. C'est une fondation qui travaille pour l'excellence, qui donne des bourses aux meilleurs étudiants pour aller dans les grandes universités du monde. Le président nous a reçus et a compris que notre action était louable. Donc il a décidé de nous soutenir pour que ce que nous faisons en Côte d'Ivoire puisse se faire aussi au Gabon. Juste après le maire Noël Akossi Benjo, c'est au tour du président de la BAD d'être reçu par le président gabonais. Au centre des échanges, le retour de la BAD à son siège à Abidjan qui se veut effectif et la possibilité pour cette institution de continuer à œuvrer pour soutenir le Gabon, un pays qui aspire à être émergent comme la Côte d'Ivoire. Le Gabon et la Banque africaine de développement entretiennent des relations très étroites, très anciennes. Je suis venu dire au président de la République que nous continuons à encourager le Gabon dans sa marche économique, dans sa marche de transformation pour les Gabon émergents. La Banque africaine qui a son siège ici à Abidjan avait délocalisé son siège à Tunis depuis 11 ans. Au mois de septembre, nous sommes rentrés ici à Abidjan, à notre siège. Je tenais à rendre rapport au président de la République, comment ça se passe, le retour de la Banque africaine à son siège. Alors, j'ai tenu à remercier le chef de l'État pour ce que le Gabon a fait, afin de nous permettre de travailler dans les bonnes conditions, de retourner à notre siège à Abidjan. De l'avis du président Donald Kaberuka, tout comme le maire Noël Akossi Benjo, ces échanges ont été nécessaires au regard de la pertinence des différents points évoqués avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba au terme de son séjour en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale a achevé sa visite à Omar Kodjiama Soro, était l'invité de la Chambre des représentants. Il a eu une séance de travail avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et son ministre délégué au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Notre envoyé spécial est Hugues Hervé Blé. La séance de travail du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, avec le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle du Maroc et son ministre délégué, a été l'occasion d'évoquer la question de l'employabilité des jeunes. Des esquisses de solutions au chômage des jeunes ont été ici envisagées avec la délégation marocaine qui a confirmé l'engagement du Maroc à partager son expérience à succès dans le domaine avec la Côte d'Ivoire. Au niveau du Maroc, la coopération avec la Côte d'Ivoire est très importante pour nous puisqu'elle est exprimée au niveau le plus élevé de l'État et au niveau des deux peuples frères. Et actuellement, nous recevons un nombre important de jeunes Ivoiriens qui sont boursiers dans le domaine de la formation professionnelle. Et la coopération ne se limite pas uniquement à cela, se limite également à l'accompagnement du développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. L'expérience à succès du Maroc dans le domaine de la formation professionnelle, le président de l'Assemblée nationale a pu l'apprécier sur le terrain. Situé à Casablanca, l'Institut des métiers de l'aéronautique forme des fabricants de composites et des chaudronniers aéronautiques, des ajusteurs monteurs de cellules aéronefs,
des opérateurs de systèmes électriques et autres. Nous sommes impressionnés d'être sur ces lieux et de voir qu'en Afrique, dans un pays frère, il y a donc une telle initiative, un tel projet. Monsieur le directeur général nous a bien fait savoir qu'il y avait plus de 100 entreprises qui collaboraient ici, qui étaient opérationnelles. J'espère qu'un jour la Côte d'Ivoire pourra nouer un partenariat avec le Maroc en vue, n'est-ce pas, donc d'avoir aussi chez nous un tel projet. Impressionné, le président de l'Assemblée nationale l'a été aussi par l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile de Casablanca. Sa mission, contribuer au développement de la formation, la recherche et l'expertise dans le domaine de l'industrie automobile. Avec l'Institut qui assure la formation de techniciens polyvalents spécialisés dans les métiers de l'automobile, le Maroc est en passe de réussir son positionnement dans le domaine de l'industrie automobile. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de dividendes démographiques que renferme ce concept de développement. Quels sont les défis à relever pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier du dividende démographique? Pour mieux comprendre les enjeux du dividende et l'expliquer aux populations, des journalistes ont suivi une formation. Témoin, Michel Digré. Les consultations nationales sur le dividende démographique auront permis de replacer la population au centre des stratégies de développement en Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre la notion du dividende démographique, afin de l'expliquer aux populations, les journalistes ont échangé avec des experts nationaux et internationaux. Donc, le dividende démographique, c'est cette opportunité qui est donnée au pays d'accélérer leur croissance démographique lors de la transition démographique. La transition démographique, c'est quoi? C'est la maîtrise progressive de la fécondité qui permet, comme je l'ai montré, un rétrécissement de la pyramide des âges, qui permet non pas de réduire la population, mais de la stabiliser, le nombre de jeunes, et de dégager un gain fiscal. Pour bénéficier du dividende démographique, cela passe par la réussite d'une transition démographique en stabilisant le nombre de naissances. Mais pour y arriver, la Côte d'Ivoire aura sa stratégie adaptée à ces réalités. Nous sommes en Afrique, donc il y a les pesanteurs culturelles. Nous n'allons pas travailler, je dis, à sensibiliser la population comme dans les pays d'Asie. Ils ont pris des décisions drastiques. Ce n'est pas dans ce sens que nous irons. On donnera le choix à chacun de faire le choix qui est bien pour ses enfants. En d'autres termes, il faut faire les enfants selon tes moyens pour pouvoir t'en occuper, pour donner moins de travail à l'État. En Côte d'Ivoire, la fécondité a commencé à décroître dans les années 70. À ce jour, la moyenne est de 5 enfants par femme, un niveau toujours élevé qui ralentit la transition démographique. L'UEMOA et l'UNESCO renforcent les connaissances des enseignants des universités de Côte d'Ivoire en technologie de l'information et de la communication. Un atelier de formation a été organisé pour leur permettre d'assurer une bonne gestion du système licence master doctorat. Serge Gongomer. Cet atelier de 5 jours à l'École normale supérieure d'Abidjan ENS a eu pour objectif de renforcer les connaissances des enseignants d'université en TIC, technologie de l'information et de la communication, et cela pour une meilleure gestion des cours dans le cadre du système LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Une initiative conjointe de l'UNESCO, de l'UEMOA et de l'agence universitaire francophone. Avec cette formation, les enseignants sont mieux outillés pour structurer leurs cours d'une manière efficace pour le bien de leurs étudiants. Nous allons pouvoir accompagner des formateurs qui, eux, demain vont déployer le contenu de cet atelier au niveau des différentes institutions et la Côte d'Ivoire pourra maîtriser son vivier de personnel qualifié pour véritablement mettre les cours en ligne. Pour les enseignants d'université, les connaissances acquises au cours de cet atelier leur faciliteront la tâche et profiteront également aux étudiants. Nous avons donc appris au cours de cet atelier de formation comment scénariser un cours. Ensuite, comment essayer de le développer sur une plateforme pour permettre en fait aux étudiants, en absence de l'enseignant, de pouvoir apprendre, de pouvoir être évalués et de façon efficiente. Des outils informatiques seront mis à la disposition des enseignants pour assurer la scénarisation des cours et leur mise en ligne.
L'atelier est financé à hauteur de 3 millions de francs CFA par l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Deuxième grand titre de cette édition, 75 femmes ex-porteuses de fistules viennent de recevoir des kits. L'ONG Yeti, qui a offert ces kits, veut amener ces femmes désormais guéries de la fistule à se prendre en charge en menant des activités génératrices de revenus. Thérèse Tapeyoboué. L'esplanade de la mairie de Korogo a servi de cadre à la cérémonie de remise de kits aux ex-porteuses de fistules. C'est une initiative de l'ONG Yeti dirigée par Salimata Nanga Koulibaly. Ces dons permettront à ces ex-fistuleuses de se réinsérer dans la vie économique et sociale de leur communauté. Elles sont au total 75 ex-porteuses de fistules à avoir reçu ces dons. Parmi elles, une jeune fille âgée de 14 ans. Elle a contracté cette maladie suite à l'excision. Aujourd'hui guérie, elle ne se cachera plus. Elle a reçu à cette occasion une machine à coudre de la main du sous-préfet de Korogo. Elle va réapprendre son métier. La fistule, c'est cette maladie pénible pour celle qui la porte. La fistule constitue chez la porteuse un blocage économique pour la simple raison que personne n'ose l'approcher pour acheter ce qu'elle vend à cause des urines qui coulent à longueur de journée et ses odeurs. Elles sont causées, entre autres, par des accouchements difficiles et prolongés sans assistance médicale, des mutilations génitales féminines, des mariages et grossesses précoces. Voilà pourquoi la présidente de l'ONG Yeti a invité les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé afin d'effectuer des visites prénatales. Cette initiative de l'ONG Yeti a été possible grâce à l'appui financier et technique de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, et le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. L'hôpital et la communauté au service de la santé, c'est le thème des journées portes ouvertes qui viennent d'être organisées au centre hospitalier régional de San Pedro. Objectif de ces journées, améliorer les rapports entre les acteurs du système de la santé et les populations. Thérèse Tapeyoboué. Les rapports entre personnel de santé et population n'ont toujours pas été fameux. De la méfiance, prestataires et bénéficiaires de soins veulent parvenir à la confiance mutuelle. D'où ces journées portes ouvertes organisées par le CHR de San Pedro sur le thème « L'hôpital et la communauté, ensemble, au service de la santé ». Dépistage du diabète et l'hypertension artérielle, sensibilisation sur le projet gouvernemental d'assurance maladie universelle et la maladie à virus Ebola ont marqué ces journées. Outre ces activités, une conférence publique a été dite sur le thème même des journées. Objectif, briser le mur de méfiance pour ensemble promouvoir l'accès de tous à la santé. À cette occasion, les agents du CHR de San Pedro qui ont réussi à assurer des services de qualité ont été primés. Par cette distinction, il s'agit d'encourager le personnel médical à davantage de professionnalisme. La finalité, offrir des services irréprochables. Pour marquer son engagement à atteindre cet objectif, le personnel souhaite le renforcement du plateau technique du CHR de San Pedro. Autre information relative à la santé, parlons de la lutte contre le VIH-Sida menée par l'organisation non gouvernementale Alliance Côte d'Ivoire. Cette organisation vient d'offrir du matériel informatique et des motos d'une valeur de plus de 31 millions de francs CFA à ses partenaires pour mieux lutter contre le VIH-Sida. Patricia Omouetia. Avec une prévalence au VIH-Sida de 3,7% en 2012, selon la dernière enquête démographique de santé, la Côte d'Ivoire demeure l'un des pays les plus touchés par la pandémie du VIH-Sida dans la sous-région ouest-africaine. Pour y faire face, le pays bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires au développement, dont le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire, qui a été identifiée en 2010 comme bénéficiaire principal du Fonds mondial, mène son programme sur le terrain.
Pour une mise en œuvre efficace de ce programme, Alliance Côte d'Ivoire a donc recruté 5 sous-récipiendaires et prestataires qui sont le RIP, l'UNICEF, l'ONG Centre SAS, l'ONG Aprosam et le PAM. Alliance Côte d'Ivoire travaille également avec le programme national en charge des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Pour permettre donc à tous ces bénéficiaires de mener à bien leurs activités, du matériel leur a été offert par Alliance Côte d'Ivoire. Il s'agit de 11 motos, 24 kits informatiques, 17 postes téléviseurs et lecteurs DVD, coût total de l'opération, environ 31 millions de francs CFA. Les bénéficiaires ont tous pris l'engagement de faire bon usage du matériel reçu pour le bien-être des populations. Tout à fait autre chose, et pour mieux contrôler la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, la Comnat ALPC, le Razalao et la Fondation Serenti mènent une campagne de sensibilisation. On en parle avec Sidonie Davila. Face aux effets de destruction engendrés par les armes, le réseau d'action sur les armes en Afrique de l'Ouest, Razalao section Côte d'Ivoire et la Fondation Serenti, chargée des questions de paix, de sécurité et de développement, ont pris des initiatives avec l'appui de la coopération allemande GIZ pour limiter la prolifération des armes. Cette campagne d'information et de plaidoyer pour le renforcement de la législation sur les ALPC en est une parfaite illustration. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de victimes liées à l'utilisation des armes et qu'il fallait accorder un regard particulier à cette catégorie de victimes afin que la Côte d'Ivoire, qui a pris des engagements au niveau international, puisse les consolider au niveau des tests. Ont été associés à cette séance de sensibilisation les victimes de la violence armée. Leur témoignage indispensable, certes, leurs attentes aussi. Qu'on pense aussi à toutes les victimes, tous ceux qui ont été victimes de cette guerre, qu'on les vienne en aide pour soit essayer de mettre soit des projets en place pour que moi chacun puisse avoir oublié un peu. Mon genou ne se plie pas. Donc c'est ça, je veux l'argent, il me faut des moyens. Le Parlement ivoirien, quant à lui, veut demeurer l'avocat de ses sans-voix. Je me ferai l'écho de rapporter ce qui est dit ici pour que l'application, qui pour moi est déjà effective, soit plus forte. Pour que ces armes légères qui circulent, nous puissions contrôler davantage l'utilisation. Pour le Razalao et la Fondation Serenti, la Côte d'Ivoire doit renforcer la protection des populations civiles contre la violence armée et les conséquences meurtrières liées aux ALPC. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la coopération japonaise ont organisé au quartier Plaque, c'est dans la commune d'Abobo, des activités d'intérêt et de réintégration. Au cours de ces activités, du matériel d'entretien d'une valeur de plus de 800 000 francs CFA ont été offerts aux populations de ce quartier. Témoin pour RTI 1, Koné Pargasoro. Balai en main, population et ex-combattants nettoient la cour de l'école primaire publique Plaque 2 municipalité dans la commune d'Abobo. Cette opération coup de balai s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de cohésion sociale initiées par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR et les partenaires au développement. Il y a un autre volet cohésion sociale que nous devons mettre en œuvre. Et c'est ce que nous avons commencé à mettre en œuvre avec cette opération de salubrité publique, qui, outre à Bobo, continuera à Yopougon. Très heureuses de ces activités d'intérêt communautaire, les populations du quartier Plaque 2 se disent prêtes à collaborer avec les ex-combattants. On veut que les ex-combattants n'ont qu'à avoir un bon comportement, n'ont qu'à être comme avant. Ils ont laissé tout, on n'a qu'à collaborer ensemble, il ne faut pas, ils vont être stressés, on n'a qu'à être vraiment ensemble. Je suis très content de la communauté. Ce que la communauté fait pour nous accueillir. Parce que déjà on était mal vu déjà dans la main des gens. Si aujourd'hui que l'union qui est incluse, pour nous en voulu, aujourd'hui on s'approche à les gens, que les gens nous aiment, vraiment c'est un plaisir pour nous. La réhabilitation de l'école primaire du quartier, la construction de la cantine scolaire et les dons de matériel d'entretien, un geste que saluent les responsables de l'école Plaque 2 municipalité. Nous attendions vraiment ce moment-là. Au départ, nous avons travaillé vraiment dans des conditions difficiles. Heureusement que le PNUD, l'ADDR et la coopération japonaise est venue vraiment réhabiliter non seulement l'école,
et aussi a pu construire cette cantine-là. La DDR et ses partenaires, en plus de l'école primaire publique Plaque 2 municipalité d'Abobo, ont également réhabilité les écoles primaires publiques Sogefia 6 et Sikoji 6 de la commune de Yopougon. Il y a eu passation de commandement au 3e bataillon de Bouaké chez le lieutenant-colonel Touré Hervé Armand Pélican remplace le lieutenant-colonel Koulibaly chez Ali Amadou Ouattara et Kader Sogodogo, RTI Bouaké. 3e bataillon d'infanterie, de par le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Touré Hervé Armand Pélican, ici présent. Le 3e bataillon d'infanterie de Bouaké a un nouveau chef de corps. Le lieutenant-colonel Touré Hervé Armand Pélican remplace le lieutenant-colonel Ali Koulibaly. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée en présence du commandant des forces terrestres, le général de brigade Soumaoro Gaoussou, des autorités administratives de Bouaké et des invités de la société civile. Le 3e bataillon d'infanterie de Bouaké a été créé le 1er mai 1964. Le lieutenant-colonel Touré Hervé Armand Pélican en est son 21e chef de corps. Le nouveau commandant du 3e bataillon a promis travailler dans la rigueur professionnelle. Il a exhorté les troupes sous sa responsabilité à avoir un esprit républicain. Je m'évertuerai tout au long de mon commandement à mériter cette confiance placée en ma modeste personne et à rendre visibles les orientations du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Toute ma gratitude au chef de l'État qui a fait l'insigne honneur de me placer à la tête du 3e bataillon d'infanterie. À vous, militaires du 3e bataillon, j'attends de vous une adhésion active et surtout une discipline consciente et volontaire. Un défilé des troupes à pied, composé de 5 sections, a clos cette cérémonie de passation de commandement au 3e bataillon d'infanterie de Bouaké. Bientôt, la fin des nuisances sonores dans la commune de Yopougon. Le député maire de cette commune, Gilbert Kafana Kone, a pris un arrêté municipal pour lutter contre ce phénomène. Et c'était en présence d'Estelle Brou et Franck Wadjo. Les maquis, bars, boîtes de nuit et autres espaces sonores, la mairie de Yopougon veut y mettre fin. De même, les barrages anarchiques sur la voie publique. Un arrêté interdisant l'usage abusif d'instruments de musique, de machines et autres objets sonores est donc pris. Le constat, c'est que quand on parcourt la commune, on est nous-mêmes témoins de tout ce qui se passe. L'objectif visé, c'est de permettre aux tenanciers de maquis de travailler, de réduire la nuisance sonore, pour qu'on ait un meilleur cadre de vie. Koulibaly Issouf, représentant du maire, demande aux tenanciers d'espace public de s'investir dans la sensibilisation avant que la phase de répression n'entre en vigueur. Les contrevenants à ce règlement s'exposent à des sanctions, notamment la mise en demeure, puis la saisie du matériel et enfin le paiement d'une amende de 100 000 francs CFA. Les acteurs de la filière piscicole des régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué viennent d'être formés à Daloa dans le cadre de leur métier, bien sûr. Objectif de cette formation, renforcer leurs connaissances pour accroître leur production. Chantal Léaumont à Kandan. La Côte d'Ivoire, déficitaire en production halieutique, est contrainte de recourir aux importations de poissons pour satisfaire les besoins de sa population. En 2011, le volume global des importations en protéines halieutiques estimé à plus de 278 000 tonnes. Devant ce constat, l'État a décidé de stimuler un regain d'intérêt au sein des populations rurales et des acteurs du développement piscicole à travers la mise en œuvre du projet d'appui à la relance agricole en Côte d'Ivoire par FACI. D'où cette formation de renforcement de capacité des pisciculteurs dans le cadre du volet appui à la pisciculture paysanne. 4 jours durant, une trentaine de pisciculteurs ont bénéficié au cours de cette formation de techniques d'alimentation et de production en quantité de poissons. Ces formations visent à renforcer les capacités des aquaculteurs pour leur permettre d'avoir une meilleure productivité de leur exploitation, d'avoir des meilleurs rendements, pour que l'activité soit plus attrayante et que beaucoup de personnes viennent à l'aquaculture parce que le pays dispose d'un fort potentiel en bas-fond et en plan d'eau pour satisfaire les besoins locaux.
Outre l'appui à la production de l'élevage animal, le projet prévoit de former, sur 3 ans, 1800 acteurs à l'exercice de la pisciculture. Nous vous le disions dans nos titres, les prix du pétrole se sont effondrés hier vendredi après la décision de l'OPEP de ne pas réduire sa production, choix imposé au cartel par ses puissants membres du Golfe. Regardez. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole réunie jeudi à Vienne n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une réduction de sa production qui aurait pu soutenir les prix du brut. L'Arabie Saoudite, le vrai poids lourd de l'OPEP, a refusé de baisser ses quotas. Vendredi, le prix du Brent est tombé à $72, son plus bas niveau depuis plus de 4 ans. En juin dernier, il dépassait les $110. La récession économique mondiale explique en partie cette chute du prix du pétrole. La conférence a décidé de maintenir son plafond de production de 30 millions de barils par jour pour les 6 prochains mois. L'OPEP ne représente plus que 30% de la production mondiale. Le prix du pétrole n'est plus de notre seule responsabilité. La montée en puissance du pétrole de schiste américain a changé la donne. Les 12 pays de l'OPEP n'arrivent plus à peser de manière décisive sur le prix du pétrole. En dessous de $100, la plupart des pays producteurs ont bien du mal à équilibrer leur budget. Cela va poser un gros problème au Venezuela et à l'Iran, qui subventionnent beaucoup les denrées alimentaires et l'essence. Il leur sera difficile d'équilibrer leur budget. Au Venezuela, le président Maduro a déjà annoncé une baisse des salaires des hauts fonctionnaires, mais il affirme qu'il préservera les budgets de la santé et de l'éducation. La Russie est à nouveau dans la tourmente et le rouble a repris sa descente aux enfers. Cette baisse du prix du pétrole est en revanche une bonne nouvelle pour les consommateurs européens, qui vont pouvoir bénéficier d'une baisse du coût du chauffage et des transports. Et pour terminer, sachez que la justice égyptienne a abandonné ce samedi les charges de complicité de meurtre qui visaient l'ancien président Hosni Moubarak, accusé d'avoir donné ordre de tirer sur des manifestants qui réclamaient son départ en 2011. L'ex-dirigeant égyptien ainsi que son ancien ministre du pétrole sont par ailleurs acquittés des charges de corruption qui les concernaient pour avoir autorisé des exportations de gaz vers Israël. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.